compagnie, mesdames, messieurs, vous n'ignorez pas que Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont d'accord sur un point, au moins un. C'est qu'il faudrait changer la règle des parrainages pour l'élection présidentielle. Ils montent tous les trois au créneau sur ce sujet. On en parle dans un instant. Mais tout de suite, comme tous les soirs à 22h30, les essentiels. La défense de Cédric Jubilard sort une nouvelle carte pour demander sa mise en liberté. Ses avocats évoquent une autre hypothèse. Delphine Jubilard serait sortie d'elle-même du domicile le soir de sa disparition. Les enquêteurs pensent que Cédric Jubilard a tué sa femme lors d'une dispute après avoir lu un SMS de l'amant de son épouse. Nous avons développé de nouveaux arguments et nous avons démontré à la Cour qu'il existe des éléments permettant de considérer que Delphine s'est changée pour sortir spontanément de son domicile. Qu'est-ce qui vous le prouve, ou en tout cas, qu'est-ce qui a été mis en avant? Je ne vous en dirai pas plus. L'actualité sanitaire, c'est d'abord ce chiffre, plus de 368 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures en France, c'est un record. L'OMS, elle, prévient plus de la moitié des Européens seront touchés par Omicron d'ici 2 mois. 75% des enseignants de primaire devraient faire grève ce jeudi. La moitié des écoles seraient fermées. C'est ce que prédisent les syndicats. Mobilisation nationale contre le protocole anti-Covid mis en œuvre dans les établissements scolaires. Le Québec va taxer les non-vaccinés. Une nouvelle taxe appelée contribution santé. Elle touchera uniquement les personnes non vaccinées contre le Covid. Il représente un fardeau financier pour tous les Québécois. Voilà la justification donnée par le Premier ministre. Les 10% de Québécois qui n'ont reçu aucune dose ne doivent pas nuire aux 90% qui se sont fait vacciner, dit-il. En Antarctique, une équipe de chercheurs italiens et français sont en train de réaliser une expérience inédite. Leur but, forer le sol jusqu'à 2700 mètres de profondeur. Le but, remonter le temps jusqu'à 1,5 million d'années, des recherches qui permettront notamment d'analyser les variations climatiques au fil des siècles et des millénaires. Et puis un rendez-vous demain, Brigitte Macron sera l'invitée du 13h de TF1. La première dame et présidente de la Fondation des Hôpitaux répondra aux questions de Jacques Legros pour le lancement de l'opération Pièce jaune. Et, autant le dire, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen galèrent un peu. Il galère un peu pour les parrainages à 3 mois de la présidentielle. On va regarder déjà cette une du Figaro avec ce titre « Parrainage, un système à bout de souffle ». On est donc effectivement à moins de 3 mois de l'échéance et ils sont donc au moins 3. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, on va dire qu'ils ils vont avoir du mal à réunir les 500 signatures d'élus nécessaires pour briguer l'Élysée. Tous les 3 demandent à rendre anonymes les parrainages. Ils représentent, il faut le rappeler, 40% environ des intentions de vote à eux 3 dans les sondages pour le premier tour. On va écouter Guillaume Pelletier, qui était l'invité d'LCI ce soir. Il est donc le nouveau vice-président du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Il lance un appel aux maires pour les parrainages. On l'écoute. Aujourd'hui, notre travail, c'est de convaincre les maires qui sont parfois sous la coupe des communautés de communes. J'ai été maire et président de communauté de communes, donc je connais ça par cœur, que cet acte est un acte démocratique. Au fond, le général de Gaulle, il avait inventé quoi? Un filtre neutre pour écarter les candidatures fantaisistes. François Hollande l'a transformé en filtre militant pour écarter les candidatures populaires. Il serait absurde que M. Mélenchon, Mme Le Pen ou Éric Zemmour n'aient pas leur parrainage. Je lance à nouveau un appel aux maires en disant parrainer, ça n'est pas forcément soutenir idéologiquement, c'est permettre à une sensibilité de la société française de plus en plus importante, encore plus parce qu'elle deviendra probablement majoritaire en 2022, de pouvoir se présenter. Voilà pour cet appel de Guillaume Pelletier aux maires. Même chose pour Jean-Luc Mélenchon. Il demande aux élus d'exercer leur devoir. On l'écoute. Ce matin, c'était 406, m'a dit Manu Bompard. Mais on est toujours dans la même situation. C'est le système qui n'est pas acceptable. Je le fais à temps. Ce matin, sur France Inter, Gérard Larcher a pris une position assez offensive en disant aux élus, soutenir, c'est pas parrainer. Donc, exercez votre devoir, parce que c'est pas un droit, c'est un devoir dans cette circonstance. Je veux dire, il y a qu'eux qui peuvent le faire. Donc, moi, j'ai un droit, celui d'être parrainé. Eux, ils ont un autre droit, celui de le faire. Bon, Guillaume Roquette, on a eu ces refrains-là il y a 5 ans, lors de la présidentielle de 2017, où Marine Le Pen, à l'époque, et Jean-Luc Mélenchon et d'autres disaient « ça va être chaud pour les signatures ».
Est-ce que là, on est dans un rituel, voilà, pour secouer une dernière fois les élus locaux afin qu'ils fassent des promesses, ou est-ce qu'il y a vraiment un danger démocratique que l'un de ces trois, deux de ces trois, ou soyons fous, les trois qui se sont exprimés, n'aient pas leur signature? Il y a un vrai danger démocratique. Parce que sinon, quel serait l'intérêt des candidats de sonner le tocsin sur ce sujet au lieu de se concentrer sur ce qui fait le cœur de leur programme électoral? On marche sur la tête. Julie le disait à l'instant, ces trois candidats-là, ensemble, ça fait entre 40 et 45% des intentions de vote. Ça veut dire que là où on en est aujourd'hui, vous avez près de la moitié des votes exprimés dans les sondages qui ne pourraient pas se porter sur des candidats à la présidentielle. Tout ça pour un truc qui est supposé faire quoi? Éviter les zozos. Mais en 2017, il n'y a pas eu Jacques Cheminade, il n'y a pas eu François Asselineau. Est-ce que ça ne fait pas 25 ans qu'on se cogne des candidats trotskistes? C'était d'abord Arlette Laguillet, maintenant Nathalie Arthaud, qui ne représentent rien, qui font 1%. Apparemment, il y a suffisamment d'anciens trotskistes parmi les 42 000 élus pour avoir des soutiens et des parrainages. C'est un vrai problème démocratique. Alors, vous voulez entendre la réaction de David Guiraud, porte-parole de la jeunesse La France Insoumise. Merci d'être avec nous. Petite réaction à ce que dit Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle dit, s'ils ne les ont pas, ces parrainages, ces signatures, c'est qu'ils ne méritent pas de participer à la présidentielle. Vous lui répondez quoi? C'est une position de notable. C'est facile quand on a un réseau de notables, mais je rappelle quand même que la commission Jospin, Lionel Jospin, qui était connu pour être au Parti Socialiste, donc l'organisation d'Anne Hidalgo, proposait que, d'ailleurs en 2012, ils se sont rendus compte du problème, que 150 000 parrainages citoyens, pas n'importe comment, issus de 30 départements différents, avec des quotas, etc., puissent investir un candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui. Le système actuel, il favorise des candidatures de notables. Et c'est vrai que ce qu'a dit M. Roquette, moi je le rejoins. Il y a des candidatures parfois exotiques, mais c'est des candidatures exotiques de notables. Voilà, c'est ça le filtre aujourd'hui, c'est d'avoir des notables qui se présentent. Et c'est pas normal, en fait, si vous voulez, que des candidats qui représentent, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même 4 millions de voix en 2012, c'est 7 millions de voix en 2017. C'est pas normal qu'on galère, en fait. Rien que ça, c'est pas normal. Et au-delà de nous, il y a aussi des candidatures qui mériteraient d'être présents à l'élection présidentielle parce qu'elles peuvent représenter des courants de pensée. Il ne s'agit pas de faire l'élection au plus méritant, comme si le fait d'avoir le plus d'élus était un gage de sérieux. Regardez, elle n'a toujours pas sorti son programme, Anne Hidalgo, c'est pas sérieux. Pourtant, vous avez des candidats qui n'ont toujours pas récolté les signatures et qui ont, eux, un programme. Donc voilà, il faut arrêter avec cette élection de notables. Donc on a mis ça sur la table. Ça fait longtemps qu'on le fait, on l'avait fait déjà en 2020, on avait déjà fait une proposition de loi à ce sujet-là. Et puis, il y a autre chose, il y a les candidats et puis il y a les électeurs. Je rappelle quand même qu'il y a 13 millions de personnes dans notre pays qui sont non inscrites ou mal inscrites. C'est-à-dire qu'il y a un tiers quasiment du corps électoral qui n'est pas ou mal inscrite sur les listes électorales. Ça aussi, c'est un problème. Parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient voter, mais qui juste le jour du vote se rendent compte qu'ils sont mal inscrits ou qu'ils ne sont pas dans le bon bureau de vote et c'est la galère. Et il y en a qui abandonnent. Merci pour cette réaction. David Guiraud, je rappelle que vous êtes porte-parole de la jeunesse La France Insoumise. Merci à vous d'avoir passé cette minute avec nous. Je voudrais vous raconter une histoire. Ça se passe dans la petite ville, le village de Salonne, Nicolas Devenac. On est en Gironde. Et là, il y a un maire qui s'appelle Jérôme Parde. Et Jérôme Parde, il a expliqué qu'il souhaitait parrainer Éric Zemmour. Alors, il a bien expliqué à son conseil municipal et à ses administrés que ce n'était pas un soutien au candidat, mais davantage, il a expliqué que c'était pour le jeu démocratique qu'il souhaitait lui donner. Menace de mort. Derrière, conseil municipal qui se réunit et on souhaite le pousser à la démission parce qu'on trouve que c'est inacceptable et il va y avoir une réorganisation du conseil municipal. Donc j'imagine qu'il va revenir en arrière et rétro-pédaler ce maire-là, mais c'est quand même c'est pas le but de ce système démocratique qu'il y ait des pressions autour des élus qui dévoilent le nom. Parce que s'il avait parler d'Anne Hidalgo, j'imagine que la droite aurait dit c'est scandaleux. S'il avait parlé de Poutou ou de Marine Le Pen, il y aurait eu des opposants pour dire c'est scandaleux. Mais les électeurs qui l'ont élu, ce maire,
Ouais. Ils l'ont élu pas pour qu'il apporte son soutien à Zemmour, peut-être qu'ils avaient d'autres convictions et que celle de Zemmour les heurte profondément. Ils ont le droit de dire au maire, ce système a du bon quand même. Le maire, il doit rendre compte des choix politiques qu'il fait. Moi, je ne crois absolument pas au cirque là, auquel on assiste pour l'instant. Vous verrez qu'à l'arrivée, contrairement à ce que nous racontent Guillaume Roquette et le Figaro du jour, avec 2 éditos absolument, ils embouchent les trompettes, etc. Vous verrez qu'à l'arrivée, ces 3 candidats, s'ils représentent, et ils représentent des courants populaires importants, ils auront leur signature. Donc au besoin. C'est quoi, une stratégie de victimisation Écoutez, bien sûr, au besoin, Éric Zemmour bénéficiera de celle de quelques-unes des Républicains, parce qu'il y a toujours eu des arrangements entre les partis. On se souvient que Mitterrand avait donné des parrainages à Mme Marie-France Garot. On se souvient que Chirac les avait donnés à l'extrême droite. Geoffroy Didier veut exclure, Didier, qui est l'un des principaux lieutenants de Valérie Pécresse, veut exclure des Républicains les élus qui donneraient leur voix. Mais on sait ce que ça vaut, les menaces d'exclusion de la part des LR. Je pense qu'ils ne peuvent pas dire autre chose chez LR que vous allez être exclus. Mais en réalité, Éric Zemmour, pour parler de lui, est absolument indispensable pour Valérie Pécresse, parce qu'il permet une qualification de manière plus facile. Donc des élus LR vont parrainer je pense qu'au final, oui, vous aurez des élus LR qui vont parrainer Éric Zemmour. Et très honnêtement, j'ai l'impression que ça relève plus de la dramaturgie et qu'au final, ils auront leur parrainage. D'ailleurs, c'est assez paradoxal. Vous faites 10-15% dans les sondages et vous n'arrivez pas à avoir vos parrainages, alors que vous avez des personnes qui n'ont même pas d'élus, qui n'ont pas d'appareil, comme Jacques Cheminade, comme Asselineau aussi et d'autres, et qui ont réussi à avoir ces 500 parrainages également en 2017. Et quand vous regardez les chiffres du nombre de maires et d'élus qui ont parrainé en proportion, vous avez 40 000 élus qui peuvent parrainer. 32% ont parrainé avant la fin de l'anonymat et 32% ont parrainé en 2017 aussi. Donc l'anonymat n'a pas changé les proportions d'élus qui parrainent. Moi, je pense qu'ils seront là, que ce soit Mélenchon, que ce soit Zemmour ou Marine Le Pen. Et au passage, il a menti à monsieur Pelletier, monsieur Guillaume Pelletier, parce que François Hollande n'a pas pris cette décision pour écarter des candidats populaires. Il a pris cette décision de la droite ligne, au fond, de ce qu'avait dit Charles de Gaulle, pour éviter les candidatures farfelues. C'est pour ça que les maires doivent être responsables au vu et su de tout le monde. De Gaulle, il n'a pas réussi grand-chose, puisqu'il a eu Marcel Barbu en 1965. Il a eu Marcel Barbu, mais qui était quelqu'un d'important. Guillaume Roquette, simple dramaturgie, comme le dit Olivier Guiraud. Non, je pense que le simple fait que le problème se pose est scandaleux. C'est-à-dire que, en fait, on est dans un système qui rappelle celui qui était en vigueur dans les démocraties, entre guillemets, européennes au XIXe siècle. Ça s'appelait le suffrage censitaire. Oui. Quand vous étiez le candidat des notables, et c'est-à-dire que là, ça fonctionnait. Et pour voter, il fallait payer des impôts. Donc il fallait être riche. C'était un moyen d'écarter les gens de gauche. C'était un moyen d'écarter les gens du peuple. Classe laborieuse, classe dangereuse. Et moi, je croyais que Nicolas Domenac était un homme de gauche. L'idée qu'on puisse ainsi vouloir sortir de l'élection, interdire d'élection des gens qui ne sont pas les représentants du système, mais franchement, ça montre que notre démocratie est malade. C'est très intéressant de voir que ce sont les 3 candidats qu'on qualifiera de populistes, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est-à-dire Zemmour, Le Pen et Mélenchon, qui craignent de ne pas avoir leur candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fracture dans ce pays entre les gens qui sont dans le système et les gens qui sont en dehors. Mais ça, on le savait déjà. On les a vus, les gilets jaunes. On l'a vu, la progression de l'abstention. Comment veut-on que les Français continuent à adhérer au système de représentation démocratique si on commence à mettre une forme de censure pour se présenter? Je pense vraiment, et je ne suis pas du tout dans la posture là. Non, pas du tout. Non, je pense que c'est grave. Vraiment. Écoutez ce que dit Gérald Darmanin ce matin. Lui, il le dit, a priori, on ne va pas changer les règles du jeu. On l'écoute. On fait confiance aux élus de la République. Tout le monde n'arrête pas de dire, moi j'ai été maire, qu'il faut faire confiance aux maires de la République. Il y a 40 000 personnes qui peuvent donner leur signature. 500 signatures sur 40 000, c'est moins de 2%. Bon, je pense que c'est à la portée de n'importe quel candidat qui a de la conviction et qui organise un certain nombre... C'est à leur portée, c'est ce que vous dites. Voilà. Maintenant, ils se plaignent pour rien. Il y a des règles du jeu. On ne change pas les règles du jeu, me semble-t-il, à quelques jours du match. Voilà. Marine Le Pen a eu 630 signatures, 630, il en faut 500, en 2017.
elle a perdu au régional 148 élus locaux qui pouvaient donner leur signature. Elle en a perdu 148. Moi, je continue à croire que ça va être tangent pour un certain nombre de candidats. Je pense à Zemmour, Le Pen et Mélenchon. Et perversion, pardon, de ce débat, parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'émission très très bonne qu'a faite Jean-Luc Mélenchon sur LCI, RTL, où il a dit des choses très fortes sur l'héritage, à un certain niveau, on prend tout, etc. Et après, il fait un tweet furibard en disant « On a retenu de mon émission que cette polémique sur les signatures. Oui. C'est pas possible, il n'y a plus de débat. » Bah oui, parce que vous faites un faux débat sur des prétendus obstacles démocratiques dont on verra à l'arrivée qui seront tombés. Bien, la relation, on va parler, si vous êtes d'accord, on tourne la page, on va parler de la relation des candidats à la présidentielle avec la presse, avec les journalistes. Alors, il y a eu les vœux au Presse Club qui ont été présentés par des candidats. Hier, c'était Éric Zemmour, aux alentours de 17h, qui a pris la parole au pupitre devant les journalistes du Presse Club. C'est à Paris, dans le 8e arrondissement. Et aujourd'hui, aux alentours de 17h, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est adressé aux journalistes. Vous allez voir, c'est deux styles assez différents. Deux salles, deux ambiances. Justement, c'est l'occasion de revenir quand même sur les vœux particulièrement grinçants à la presse d'Éric Zemmour, qui le dit simplement aux journalistes, le peuple ne vous aime pas. On l'écoute. Vous qui m'avez souvent présenté comme l'homme le plus détesté de France, vous étiez en réalité, et vous êtes toujours, les hommes et les femmes les plus mal aimés de France. Mais qui ne vous aime pas? Le peuple, mes bons amis. C'est que, voyez-vous, le peuple a de la mémoire, de la jugeote et de la lucidité. Le peuple vous en veut. Et malheureusement, il a raison de vous en vouloir. Le peuple est en colère, il dit énormément de mal de vous dans votre dos. Depuis 6 mois, je fais le tour de la France, en long, en large, en travers. Je discute de tout avec tous ceux que je rencontre et je peux vous dire que pas une fois, mais pas une seule, même pas en rêve, le moindre Français ne m'a dit « Oh, arrêtez de dire du mal des journalistes, moi j'aime les journalistes ». Non, vous n'êtes pas aimés, mes bons amis. La population vous taille des costards à la chaîne, de quoi vous rhabiller pour 100 ans. Cela dit, Renaud Pilat, qui nous rejoint, le journaliste le mieux informé de France, de Navarre. Renaud Pilat, en dehors de toute considération politique, parce que je sais que vous allez taper sur Zemmour, là je le sens, avouons que c'est quand même provocateur, en diable, voire assez iconoclaste, d'arriver comme ça devant les journalistes réunis au début du mois de janvier, qui sont allés acheter une jolie cravate devant les candidats, et de dire « vous êtes nuls, on ne vous aime pas ». Vous êtes des baltringues, vous êtes des moutons, vous êtes des suivistes. Lui-même, ancien journaliste. Moi, je suis un ancien journaliste, je vous le dis, et avec moi, ça va changer. Je sais pas, c'est peut-être même un tantinet contre-productif. On est un peu maso, hein. Personne n'a quitté la salle. C'est fou. On aurait pu dire, on se lève. Vous y étiez ? Non. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce que... C'est un grand classique. Hein. Il n'y a pas que lui qui charge la presse. Hein. Bof. Les autres le pensent, mais ils ne le disent pas. Non, pas de cette façon. J'y viens. Jean-Luc Mélenchon, quand voilà, même. Pas de cette façon. Oui, il y a Mélenchon. Pas de cette façon, j'y viens. Nous sommes, il y a peut-être des raisons, sûrement, une des professions les plus détestées de France. Et depuis des années. Grande crise entre vous qui nous regardez et nous. Éric Zemmour, il parle pas qu'aux journalistes, il parle avant tout à son électorat. Bah oui. Il parle à l'électorat de droite. Donc, il se sert de la presse et des journalistes de cette charge pour viser exactement ce qu'il veut, la critique. Alors, je ne vais pas citer des noms de rédaction, évidemment, et des noms de médias et des confrères, mais enfin, ceux qui sont très à droite ont peut-être une idée de ceux qu'ils critiquent. Tel matinal, tel éditorialiste, vous en avez marre, et vous avez raison. Et alors, il va jusqu'au bout, il est incroyable, Éric Zemmour. Il dit « Je vais vous sauver ». Oui, alors on va Attendez. Pause, je vous mets sur pause. Non, parce que c'est savoureux, quand même. Je bouge pas. Savoureux. Ne bougez plus. Regardez ce que continue à dire devant les journalistes médusés ou amusés, je ne sais pas, Éric Zemmour. Je vous regarde et je me dis, ils sont les otages de l'idéologie et c'est injuste. On pourrait dire que le peuple mérite mieux que vous, mais c'est d'abord vous qui méritez mieux que l'esclavage intellectuel qui vous est imposé.
C'est de cette situation qu'élu président, je vous libérerai. Vous découvrirez la joie de ne plus vous soumettre. Vous serez enfin réellement écouté, enfin profondément respecté, enfin peut-être, qui sait, aimé même. Le service public ne crachera plus sur le contribuable tous les jours au petit déjeuner. Il ne giflera plus le réel tous les soirs à 20h. 2022 sera l'année qui changera bien des choses. Elle sera également l'année de la renaissance du journalisme français, le vrai, le grand, celui qui est mort étouffé sous la chape de plomb du politiquement correct, celui qui va retrouver l'inspiration, l'esprit critique, le courage, la gloire, celui qui va reprendre goût au combat contre le mensonge. Voilà. Critique un peu alambiquée, Renaud, effectivement. Non, mais là, où, je vais laisser la, entre guillemets, je vais laisser la table débattre. Non, mais là c'est too much. Si le sauvetage des journalistes, c'est le sauvetage par Éric Zemmour qui nous libère de nos chaînes, là... Attention, n'ayez pas de réflexe de défense corporatiste, Renaud Pilat. On doit pouvoir dire du mal des journalistes, des juges, des pompiers, des chiens d'aveugle, de qui on veut. Ça s'appelle la démocratie et la liberté. Vous avez raison, mais je termine. Pour moi, les médias, ça n'existe pas. Les journalistes, ça n'existe pas. Les chirurgiens, ça n'existe pas. Les boulangers, ça n'existe pas. Les profs. Boulanger, non. Les profs. Non, il faut dire tel boulanger, tel journaliste, avec des preuves, avec des faits. Pas généraliser. Enfin, moi, je généralise pas. En plus, il ne s'agit pas de critiquer. Là, en l'occurrence, ce qu'on entend, c'est des insultes. Moi, je serais parti. C'est pas des critiques, c'est des insultes. Moi, je serais parti. Je veux dire, on va faire traiter d'esclaves, de soumis. Je veux dire, mais attends, c'est l'inverse de ce pourquoi je me suis engagé de ce métier qui est le mien depuis maintenant près de 40 ans. Je suis toujours battu pour éviter ça. Je veux dire, donc ça, c'est le premier point. Et puis alors, ensuite, je veux dire, nous dire, vous êtes les plus mal aimés de France de la part de celui qui est l'homme politique le plus détesté de France. Je veux dire, vraiment, qui se regarde d'abord dans une glace avant de parler des plus mal aimés. Il le dit, hein, vous avez fait de moi l'homme le plus détesté. Vous avez fait de moi, il dit, mais lui, il prétend parler au nom du peuple. Oui. Il dit, en revanche, le peuple, c'est moi, et je peux vous dire ce que dit le peuple. Ce côté ventriloque du peuple qui vous raconte n'importe quoi, il faudrait gober ça. Alors moi, je serais parti, mais sans... Guillaume. Oui, Nicolas Damenac est tellement énervé qu'il doit y avoir un peu de vrai dans ce qu'a dit Éric Zemmour. Ce que je pense pour ma part, c'est que, d'abord, il a raison. Il a raison quand il dit que les journalistes sont une corporation détestée. Je pense qu'il a raison aussi quand il considère qu'un certain nombre de journalistes traitent Éric Zemmour comme il ne traite aucun autre responsable politique. Le Figaro Magazine a fait un grand dossier pour expliquer comment est-ce qu'un certain nombre de journalistes du service public, de France 2, de France Inter, utilisaient leurs médias comme une machine de guerre contre Zemmour. Écoutez la façon dont Éric Zemmour est interviewé sur les médias audiovisuels, comparé avec les autres candidats. Ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'effectivement, les journalistes, parfois même en rajoutent, sont conscients d'en rajouter dans l'agressivité, parce qu'ils ont peur d'être considérés par la corporation comme étant dans une forme de complicité ou même de proximité. Enfin, Éric Zemmour qui fait aussi huer les journalistes dans ses meetings. Mais oui, mais ça n'est pas... À la Donald Trump. Mais absolument. Exactement. C'est pour ça que, c'est ce que j'ai dit au début, il a raison, parce que, les journalistes ne sont pas aimés, chez son électorat, ils sont encore moins aimés parce que les pro-Zemmour ont le sentiment que leur candidat est maltraité. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la politique, en fait, quand il fait ça. Cela dit, Julie, reconnaissons qu'une foule, c'est toujours un peu bêta. C'est la chanson de Brassens, le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt con, n'est plus de 4, on est une bande de cons. Dans tous les meetings, y compris de la jolie social-démocratie ou de la droite politiquement convenable, on fait siffler des gens. C'est pas les journalistes. Potentiel on fait siffler. Le président de la République doit faire siffler ou huer les journalistes, je suis pas sûre. Lydia Guirousse. Il joue tout simplement le peuple contre les élites et les journalistes dans l'imaginaire collectif font partie des élites, mais cette défiance, cette détestation, elle existe pour les journalistes, elle existe pour une bonne partie de la classe politique, elle commence à exister pour les scientifiques aussi depuis la crise de la Covid. Mais Éric Zemmour, au final, il a quand même été plutôt pas très bien traité par une partie des journalistes. Donc il a de quoi nourrir ce rejet des journalistes. Moi, je me souviens quand même de ce sketch qu'a fait une humoriste de France Inter, il me semble.
Voilà, en griffonnant une moustache hitlérienne sur une affiche d'Éric Zemmour, Éric Zemmour qui est juif, c'était juste scandaleux et ça n'a pas ému beaucoup de monde. Et il est vrai que quand vous êtes plutôt à droite de l'échiquier politique et pour l'avoir vécu, vous êtes beaucoup plus facilement caricaturé, vous êtes traité avec moins de gentillesse et de bienveillance que quand vous êtes à gauche. Les socialistes en ce moment, qu'est-ce qu'ils prennent? Les socialistes, Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'elle prend? On peut dire qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures. Je l'ai vécu. Et juste une réaction de mais ça commence pas du tout d'accord. Légèrement. Si vous vous appeliez Anne Hidalgo, aujourd'hui, vous verriez ce que vous prenez tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et même non. Si. Moi, attends, je suis d'accord. Une fois n'est pas coutume avec Domenech. J'ai fait un livre. En 2005, on était sous Chirac, qui s'appelait « Être de droite, un tabou français ». À l'époque, il n'y avait pas d'éditorialiste de droite. Il y avait un Zemmour tout timide au Figaro, mais rien à voir avec le Zemmour actuel. Et il y avait peu d'éditorialistes de droite. Et il faut admettre, j'en discutais avec des copains qui ont une sensibilité de gauche et qui me disaient... La rareté aujourd'hui, c'est plutôt l'éditorialiste de gauche. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditorialistes. Cela dit, ceux qui présentent dans la neutralité les journaux, voilà. Alors ceux-là, quand même, sont rarement des gens de droite. Voilà. Les éditorialistes, c'est une chose, mais sur les 37 000 cartes de presse que compte la France, il y a l'immense majorité ne sont pas des éditorialistes. Ce sont des gens qui, sur des radios, dans la presse quotidienne régionale, la presse quotidienne nationale... Vous avez une culture de gauche qui est totalement dominante. Quand vous voyez le contenu des enseignements et les professeurs dans les écoles de journalisme, je vous assure que ça n'est pas pluraliste. Et je me souviens très bien que quand Éric Zemmour avait été engagé sur RTL comme éditorialiste, mais tout le monde hurlait en disant c'est pas normal, on va entendre quelqu'un de droite, c'est pas bien. Mais Guillaume, le Figaro Magazine arrive à trouver des journalistes. Mais le Figaro et Magazine, des très bons. Le Figaro, il y a des journalistes de droite. Le Figaro Magazine. Vous savez très bien, moi j'avais fait le compte du nombre de personnalités de gauche au Panthéon. Bon, alors c'est difficile de classer tout le monde à gauche, à droite. C'était un exercice presque gaguesque, mais bon, il y a peu de mecs de droite ou de nanas de droite au Panthéon. Regardez, rassurez-vous, les choses vont changer, car Éric Zemmour l'a dit hier, quand il sera président de la République, il va remédier à tout cela. Dans un an, jour pour jour, je vous inviterai à l'Élysée et nos relations ne seront plus les mêmes. Vous vous adresserez à moi avec respect, admiration, sollicitude et même un brin d'hypocrisie, comme vous le faites toujours avec les présidents de la République. Et malgré le sens aigu que j'aurai de la gravité de mes très hautes fonctions, je vous répondrai avec une sympathie qui rompra de manière éclatante avec le style de mon prédécesseur. Donc vous seriez parti, vous, Nicolas Domenech. Ah oui, il y a tel mépris, mais c'est comme pour Trump. Je pense que les journalistes qui ne partaient pas quand Trump les insultait, ils n'étaient pas à la hauteur de leur métier. Je vous rappellerai ensuite, pour finir, qu'on nous a accusés, au fond, d'avoir fait de Zemmour une création purement médiatique. C'était une bulle. Le nombre de fois où on m'a dit ça, c'est vous qui l'avez fait exister, me disait-on. Non pas parce qu'on l'attaquait, mais parce qu'on lui servait sur un plateau. Je veux dire, on a été quand même très gentil avec lui. À tel point, pendant des semaines et des semaines. Il a raison encore, là. À tel point qu'un Laurent Ruquier, sur France 2, a expliqué qu'il regrettait d'avoir donné la parole à Éric Zemmour et que donc il aurait mieux fallu que celui-ci n'existât pas, si j'ai bien compris le raisonnement. Encore une fois, je ne connais aucun autre responsable politique avec lesquels les journalistes font preuve, pas tous, vis-à-vis duquel des journalistes font preuve d'un militantisme. On a encore une heure de débat, Renaud. Non, mais en même temps, dans l'école de la dureté, Zemmour a été le meilleur. Depuis 20 ans, il est tri les invités qu'il interviewait. Deuxième point, c'est pas forcément productif tactiquement. Zemmour, il doit élargir son socle. Ça plaît au noyau dur, ça. Mais s'il veut élargir un peu, je suis d'accord. Taper, y compris pour avoir des problèmes dans un meeting, parce que vous avez 2-3 excités ou 15 excités qui s'en prennent aux journalistes, je ne crois pas que pour lui, ça soit tactiquement positif. Bien.
Merci les amis, restez avec nous, surtout restez avec nous. Dans un instant, on va décortiquer l'étonnante et intéressante interview de Guillaume Pelletier, le numéro 2 d'Éric Zemmour d'ailleurs, qui a été interviewé par Ruth Elkrief tout à l'heure. Mais tout de suite à 23h, c'est le journal. Et à la une, ces images inédites recueillies par TF1 et LCI dans l'affaire du meurtre de Maëlys. Elle avait 8 ans, c'était en 2017. Après avoir nié, Nordal Lelandais a finalement été confondu par son ADN et des reconstitutions en sa présence ont pu avoir lieu. Le procès de cet ancien militaire de 38 ans débutera dans 2 semaines à Grenoble. On fait le point avec Rim Bey. C'est la toute dernière image de Maëlys vivante, mais aussi l'une des premières preuves que les enquêteurs ont récoltées contre son meurtrier présumé. Septembre 2018, magistrats et enquêteurs reconstituent en temps réel les moments clés de la nuit de la disparition de la fillette. Nordal Lelandais est présent lui aussi. Voici ce qu'il s'est passé de l'autre côté de ces bâches. Sur ces images inédites que nous nous sommes procurées, on découvre Nordal Lelandais lors de cette reconstitution. Barbu, vêtu de noir. Ici, sur le parking de la salle des fêtes où se déroulait le mariage. Nous avons choisi de flouter le mannequin qui représente Maëlys, par respect pour sa famille. La voiture du suspect quitte d'abord les lieux. Nordal Lelandais explique au juge que Maëlys se met à pleurer, qu'il panique et lui donne plusieurs coups au visage. Il les reproduit sur cette photo. La fillette décédera accidentellement juste après, selon lui. Il conduit ensuite les juges jusqu'à l'endroit où il dit avoir abandonné Maëlys une première fois, puis jusqu'à sa salle de bain où il se change, avant de repartir au mariage pour se forger un alibi. Nordal Lelandais a toujours nié avoir infligé la moindre violence sexuelle à la fillette. L'autopsie n'a pas permis de déterminer si cela avait été le cas. Vers 4 h du matin, Nordal Lelandais quitte définitivement le mariage. Il déplace la dépouille de la fillette à 18 km de là. Elle sera retrouvée 6 mois plus tard sur ce terrain escarpé. La défense de Cédric Jubilard sort une nouvelle carte pour demander sa mise en liberté. Ils évoquent une autre hypothèse. Delphine Jubilard serait sortie d'elle-même du domicile le soir de sa disparition. Les enquêteurs pensent que Cédric Jubilard a tué sa femme lors d'une dispute après avoir lu un SMS de son amant. Nous avons développé de nouveaux arguments et nous avons démontré à la Cour qu'il existe des éléments permettant de considérer que Delphine s'est changée pour sortir spontanément de son domicile. Qu'est-ce qui vous le prouve, ou en tout cas, qu'est-ce qui a été mis en avant? Je ne vous en dirai pas plus. L'actualité sanitaire, c'est d'abord ce dernier chiffre. Plus de 368 000 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures en France. C'est un record. L'OMS, elle, prévient plus de la moitié des Européens seront touchés par Omicron d'ici 2 mois. 75% des enseignants primaires devraient faire grève ce jeudi et la moitié des écoles seraient fermées. C'est ce que prédisent les syndicats. Mobilisation nationale contre le protocole anti-Covid mis en œuvre dans les établissements scolaires. C'est un vrai chaos dans les écoles, c'est une pagaille. C'est-à-dire que ce matin, il a fallu appliquer ce que le Premier ministre a annoncé hier soir à 20 h. On n'a toujours pas d'instruction officielle de notre ministre dans les écoles pour appliquer cet énième allègement du protocole. Plus il y a de contamination à l'école, plus on allège le protocole. Il n'y a pas de chose qui est cohérente. On n'a jamais demandé de fermer les écoles, ça n'a jamais été notre demande. Et justement, le ministre nous oppose toujours cette réponse. Le Québec va taxer les non-vaccinés, une nouvelle taxe appelée contribution santé. Elle touchera uniquement les personnes non vaccinées contre le Covid. Il représente un fardeau financier pour tous les Québécois. Voilà ce que dit le Premier ministre. Les 10% de Québécois qui n'ont reçu aucune dose ne doivent pas nuire aux 90% qui se sont fait vacciner, dit-il. Et puis un rendez-vous exceptionnel. Demain, Brigitte Macron sera l'invitée du 13h de TF1. La première dame et présidente de la Fondation des hôpitaux répondra aux questions de Jacques Legros pour le lancement de l'opération Pièce jaune. Et puis, ça y est, le fameux Guillaume Pelletier s'est exprimé. Il était, il y a quelques jours encore, vice-président du parti Les Républicains et il est depuis hier vice-président d'un autre parti, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. C'est la première prise de guerre de poids, d'envergure quand même d'Éric Zemmour. Il était resté silencieux et ce soir,
Il s'est exprimé sur LCI dans l'émission de Routel Krief. Oui, il est venu s'expliquer. Certains dénoncent son côté girouette. Il faut dire qu'il a changé 5 fois de parti en 25 ans de carrière. Mais lui le dit, il reste fidèle à ses convictions et il explique pourquoi. Donc il a décidé de rejoindre Éric Zemmour. C'était sur LCI ce soir. Avec Éric Zemmour, pour la première fois, et c'est en cela que je dis que c'est une promesse et une chance formidable, et que j'appelle tous les Français de droite, quel qu'ait été leur vote antérieur, qu'ils aient cru en Madame Le Pen, qu'ils aient cru en Nicolas Sarkozy, qu'ils aient cru en Charles Pasqua, en Philippe Séguin, en Philippe de Villiers, de nous rassembler. Unissons nos forces. Elle est là, la grande promesse d'Éric Zemmour. Unissons nos forces pour construire un grand mouvement populaire de droite, battre Emmanuel Macron et sauver la France. Lydia Guirouz, vous êtes essayiste, vous êtes éditorialiste, mais dans une vie passée, il y a quelques années, vous étiez porte-parole du Parti Les Républicains. On se gossait, on se moquait de son caractère un peu changeant, Guillaume Pelletier, dans le parti à l'époque ? Très honnêtement, pas tant que ça. Pas tant que ça, et ça ne l'a jamais empêché ce passé et ses curiosités, puisqu'il a fait énormément de partis, de devenir porte-parole de Nicolas Sarkozy à un moment, d'être numéro 2 du parti, d'être vice-président à nouveau du parti, que ce soit avec Laurent Wauquiez ou avec Christian Jacob. Donc j'ai trouvé que c'était assez ironique d'entendre beaucoup d'anciens camarades le critiquer si fortement, alors qu'il a été un élément fort dans le dispositif LR pendant de nombreuses années. Alors sans doute n'a-t-il plus autant d'opportunités au sein des LR, puisque c'est quand même un électron libre. Hein. Il a souvent rendu la vie difficile au président de parti. Je me souviens que sous Laurent Wauquiez, il avait fait une fameuse proposition d'augmentation de 30% du SMIC, et ça avait rendu dingue tous les libéraux du parti. C'était 20. Oui, 20 ou 30. Mais... Et il a un talent, c'est vraiment de convaincre tous les puissants du moment. Mais c'est un orateur exceptionnel qui a un bon réseau d'élus autour de lui. Routel Krief lui a posé la question de ces changements. Alors, revirement de ces changements. Sinueux. De ce parcours sinueux. Voici ce soir la réponse de Guillaume Pelletier. C'est quoi mon parcours? Pour que chacun comprenne bien. C'est comme un fleuve. Moi, j'ai une source. Le patriotisme. Et des sinuosités, bien sûr, sur 20 ans d'engagement, pour trouver celui qui va nous permettre enfin, à travers l'Union des droites, on y reviendra, de bâtir une recomposition politique capable d'offrir à tous les patriotes, tous les républicains, un mouvement commun. Voilà, on le rappelle, il a quand même soutenu Xavier Bertrand, par exemple, avant de soutenir Éric Ciotti. Parcours sinueux, effectivement. Oui, je dirais que le soutien à Xavier Bertrand était le moins lisible parmi les engagements de Guillaume Pelletier. Parce que sinon, effectivement, il a été chez les jeunes du Rassemblement national, ensuite il est allé chez Philippe de Villiers, et après, il était chez les Républicains, mais dans l'aile droite. Maintenant, il va chez Zemmour. On va dire, il n'a jamais tourné gauchiste, hein, pour faire court. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un reniement. C'est d'ailleurs intéressant parce que... lui dit, il y a une cohérence dans mon parcours, et son positionnement politique rappelle un petit peu celui d'Éric Ciotti, qui avait dit, souvenez-vous, qu'entre Zemmour et Macron, il choisirait Zemmour dans un éventuel second tour de l'élection présidentielle. Maintenant, il vote un peu en touche, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais il l'a quand même répété 2 fois, et c'était 2 fois au grand jury, c'est dire si ça compte. Mais c'est terminé, plus hier soir. Oui, c'est le changement. Il n'a pas été sanctionné, d'ailleurs, par le parti. Ce qui est intéressant, c'est que quand Pelletier passe chez Zemmour, Éric Ciotti fait un tweet pour regretter ce départ. Mais pourquoi il le regrette? Il ne dit pas « tu nous trahis, tu renies tes engagements, tu passes à l'ennemi ». Il dit non, tu diminues les chances de succès de la droite parce que la seule qui puisse arriver au second tour, c'est Valérie Pécresse. Donc il lui reproche un choix tactique, mais pas un choix de fond, comme s'il n'y avait plus aujourd'hui de différence fondamentale, simplement une différence de degré et non pas de nature entre la droite des Républicains et les zemmouristes. Alors justement, Nicolas, je vous passe la parole tout de suite, mais je sais que vous n'allez pas résister à regarder cette séquence pour la 2e soirée consécutive. Marine Le Pen qui se marre et qui chambre. Guillaume Pelletier qui vient d'annoncer qu'il lâchait Valérie Pécresse pour soutenir Éric Zemmour, le seul candidat capable de gagner face à Emmanuel Macron. Eh ben, ça ne m'étonne pas de lui.
Je pense qu'Éric Zemmour devrait aller mettre un cierge parce que là où Pelletier passe, les campagnes trépassent. Il faut quand même se souvenir du parcours du garçon qui a quand même un mauvais goût très sûr en matière de soutien, hein, puisqu'il a soutenu Maigret, il a soutenu De Villiers, il a soutenu Sarko en 2012. Il a soutenu Sarko à la primaire aussi après. Et là, très récemment, il a soutenu Xavier Bertrand. Puis Ciotti au second tour. Voilà, bon donc, quand on a un palmarès comme celui-là, voilà. Et Éric Zemmour devrait croiser les doigts quand même, parce que je ne suis pas sûr qu'il arrive à échapper à la malédiction Pelletier, en fait. D'ailleurs, apparemment... Elle est drôle. Hein. Elle est très drôle. Elle est drôle. Ah non, elle est amusante. Hein. Ouais. Mais moi, j'ai passé une soirée. Alors, mais il faut prendre de la distance, faire un pas de côté en regardant Guillaume Pelletier. Parce que c'est Joe l'embrouille. Hein. C'était carambouille et carabistouille. Pardon, parce que même vous évoquiez son parcours. C'est ce que vous appelez des sinuosités. Mais il a tenu lui-même à rappeler qu'il s'était engagé quand même pour Jacques Chirac. Hein. Ouais. Vous vous souvenez, il a dit ça. Ouais, il a commencé. Pour Jacques Chirac, quand même. Et un des principes fondamentaux du Chirac, puis ensuite de Sarkozy, puis de Philippe Séguin, etc., et du parti, de la famille qu'il a rejoint, c'était le refus de toute alliance avec la droite extrême et l'extrême droite. Et il nous dit, j'ai toujours été cohérent, moi, je veux l'union de toutes les droites. Pas du tout. Soit il a menti quand il était au sein des Républicains, au sein de l'UMP, avec Sarkozy, qui défendait aussi cette ligne, soit il a menti à ce moment-là, soit il ment maintenant. Je veux dire, il n'y a pas de cohérence là-dedans. Il y a de l'opportunisme beaucoup. Ça, c'est sûr. Il avait quand même fondé la droite forte avec Geoffroy Didier. C'était pas une droite modérée, progressiste, ouverte sur le centrisme. Hein. C'était la droite forte qui avait remporté d'ailleurs le Congrès. Donc il était toujours dans cette ligne-là. Après, Chirac, c'était en 95. Je ne sais pas quel âge il avait, 15 ans, 16 ans, mais... Ouais. Bon, voilà, je pense que ça, on peut peut-être... il aurait même et je voulais dire qu'en fait, l'objectif, peut-être, avec cette prise de Guillaume Pelletier, c'est de rassurer les électeurs, c'est de rassurer et peut-être lisser un petit peu l'image de Zemmour et pour lui permettre de rassembler les électeurs de la droite et aller chasser les 40% d'Éric Ciotti. Son objectif, c'était de descendre Valérie Pécresse. Il l'a dit très clairement. Dans les semaines à venir. C'était de la désinguer. Comment ? L'objectif, c'était de descendre Valérie Pécresse. Il l'a dit, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. C'était une prise de guerre qui, de la part de Zemmour, son rôle historique, c'est ça. Alors justement, c'est de tuer Valérie Pécresse. Écoutez, il a raconté sa discussion avec, oui, on l'a, me dit-on, il a raconté sa discussion avec Valérie Pécresse, justement, très pro-Macron, selon lui. On regarde. Je lui ai posé la question suivante et je lui ai raconté cette histoire. Valérie, tu as soutenu Emmanuel Macron en 2017. Valérie, tu es partie des Républicains en 2019 en m'accusant et en accusant Laurent Wauquiez d'être trop à droite. Valérie, tu as pensé un moment, puisqu'on le dit, est-ce que tu me le confirmes, d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron quand Édouard Philippe est parti. Elle le dément, bien sûr. On y reviendra peut-être. Le soir de ton élection, tu dis à Éric Ciotti, je ne reprendrai pas tes idées et ton projet, ce qui a créé des tensions, vous en souvenez, dans les 24 premières heures au lendemain du Congrès. Je te pose une question, Valérie. Est-ce que tu me promets, parce que moi je ne veux pas mentir aux électeurs de droite, est-ce que tu me promets que tu ne soutiendras pas Emmanuel Macron en 2022, quelle que soit la configuration? Elle ne m'a pas répondu. Renaud Pilat, l'objectif c'est de faire mal à Valérie Pécresse, vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Tout à l'heure, là, on a eu le missile Pelletier. Ah bah oui. Le missile Pelletier. Toute l'interview, là, vous avez le cœur du ralliement et de la stratégie du camp Zemmour avec Guillaume Pelletier. C'est de dévoiler... Alors, c'est la version de Guillaume Pelletier. On va bien sûr interroger le camp Pécresse et on interrogera Valérie Pécresse pour savoir si cette conversation est réelle et si Valérie Pécresse a répondu ça. Mais là où ça peut faire mal, et là où... c'est que, voilà, il lance le début d'un feuilleton. Demain, on va aller voir le camp Pécresse. Valérie Pécresse va devoir se justifier. Et au sein des Républicains, si Valérie Pécresse dit « oui, effectivement, moi je voterai jamais Éric Zemmour ou Marine Le Pen », eh bien là, c'est la faille des droites. Souvenez-vous, pourquoi Xavier Bertrand quitte le parti Les Républicains? Tout ça remonte à 2017. Est-ce qu'entre Macron et Marine Le Pen, pour qui vous votez? Eh bien là, on a la faille qui est en train de se creuser, mois après mois, année après année. Il y a ceux qui disent maintenant c'est l'union des droites, extrême droite, il y en a marre. Et moi, je voterai Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Et il y a les autres, héritiers du chiracisme,
le cordon sanitaire existe encore, et le cordon sanitaire, c'est voter ce qu'ils appellent dans le camp républicain, alors vraiment le camp démocrate, Macron, et non pas les autres. Et là, effectivement, Guillaume Pelletier, on en pense qu'on en veut, opportuniste, zigzag, mais là, il peut être efficace pour une partie d'électorat à droite. Alors attendez, je vous passe le micro dans un instant, Guillaume Roquette, mais nous sommes en ligne avec Vincent Jeanbrun, justement, qui est orateur, porte-parole en quelque sorte, de la campagne de Valérie Pécresse. Il est aussi maire LR de la ville de L'Haÿ-les-Roses et il est membre du comité stratégique de la campagne. Bonsoir Vincent Jeanbrun. Bonsoir. Vous savez que des mauvaises langues quelque peu espiègles à l'endroit de Guillaume Pelletier disent qu'au fond, s'il a rejoint Zemmour, c'est parce qu'il n'a pas eu votre job. Enfin, quand je dis votre job, c'est qu'il voulait être dans l'entourage de Valérie Pécresse, voire même porte-parole de la campagne, et qu'il n'a pas eu le job. Voilà, c'est ce qui l'aurait conduit à partir. Mais encore une fois, ce sont des gens espiègles qui disent cela. Est-ce que vous le confirmez d'ailleurs au passage ? Moi, je vous confirme totalement que quand quelqu'un est viré de sa fonction de numéro 2 d'un parti et qui passe porte-parole du parti d'à côté, effectivement, on peut se poser la question de savoir si c'est l'intérêt général ou son intérêt particulier qu'il est en train de servir. En l'occurrence, on connaît Guillaume Pelletier depuis longtemps. Vous l'avez rappelé sur votre plateau, il n'a fait que passer son temps de passer d'une crèmerie à l'autre, un coup un tel, un coup l'autre. Dernièrement Xavier Bertrand, puis Éric Ciotti. Enfin, nous, on considère un petit peu comme l'Aurore Berger de l'extrême droite, si vous voulez. Donc, à un moment donné, bon, on verra où tout ça l'amène, mais je pense que ça n'ira pas très loin. Vincent Jeanbrun, est-ce qu'il y en aura d'autres ? Tacle, non, attends. Allez-y. Aurore Berger, petit tacle. Aurore Berger. Aurore Berger, j'ai pas entendu, pardon. Petit tacle en passant pour Aurore Berger. La question quand même, Vincent Jeanbrun, c'est est-ce qu'il y en aura d'autres, des gens qui vont suivre le parcours de Guillaume Pelletier ? Je voulais vous faire réagir à ce que dit le sénateur Les Républicains, Étienne Blanc. Lui dit qu'il y a un mouvement très profond chez les Républicains de gens qui ne voient pas de différence sensible entre Valérie Pécresse et le président de la République. La question est clairement posée, est-ce que ça n'est pas chez Zemmour que nos convictions sont le mieux défendues ? Mais il a dit ça quand Étienne Blanc. Il a dit ça récemment très récemment, oui, ouais. Effectivement. Je n'ai pas la date exacte. Parce que je me souviens qu'il l'avait dit avant l'été. Il l'a dit il y a quelques heures. Il le répète, c'est sa ligne cohérente. Ça m'était passé au-dessus de la tête, j'avais pas entendu ça. Pas de différence sensible, Vincent Jeanbrun, entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, dit ce sénateur Les Républicains. Voilà, là, il faut vraiment être aveugle pour ne pas les voir. D'abord parce que si Emmanuel Macron était si serein face à Valérie Pécresse, il ne serait pas en permanence en train d'essayer de l'attaquer, de la déstabiliser. Mais objectivement, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, M. Zemmour a fait le pari. Il a dit qu'il promettait une caisse de cidre à ceux qui lui démontreraient les différences entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Normalement, on est beaucoup à avoir gagné une caisse de cidre, puisque sur Twitter, on a été nombreux à lui répondre toute la journée en lui démontrant, parfois vidéo à l'appui, toutes les différences qui pouvaient exister. Au-delà de la boutade, évidemment, la principale différence entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, c'est le régalien, c'est l'autorité, c'est la capacité à comprendre les enjeux sécuritaires dans ce pays. C'est la force de Valérie Pécresse. Elle n'est pas dans les incantations ou dans les petites phrases. Elle est dans l'action, elle est dans le faire. Vous savez, ce surnom qu'on lui donne, la dame de fer. On lui a souvent donné ce surnom dans les banlieues chaudes de l'Île-de-France qu'elle connaît bien. Eh bien, c'est la première vraie différence. Mais après, les différences, on pourrait en parler longtemps parce que sur la méthode, sur la façon de faire, et il y a, moi, une différence fondamentale que je rappelle souvent, c'est que Valérie Pécresse, elle est entourée. C'est une femme qui rassemble. Elle a une équipe autour d'elle. Emmanuel Macron, et on l'a vu pendant tout ce quinquennat, est seul, très seul. Il décide de tout seul, il fait tout seul. Et ça finit par ces comportements aberrants qu'on a pu rencontrer quand il se permet même d'insulter les Français parce qu'il est René tellement... Pilat a une question pour vous. Toute petite question, Vincent Jeanbrun. Vous êtes nouvelle génération, évidemment, donc vous n'avez pas de langue de bois. Entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour ou Marine Le Pen, vous voteriez pour qui au second tour, vous ? Moi, je voterais Valérie Pécresse. Et sans langue de bois, parce qu'elle va gagner, tout simplement. Non, mais bon, pour que les électeurs de droite, pour qu'on puisse voir comment chacun se situe, si jamais, c'est peu probable, mais si jamais il y avait un second tour où Valérie Pécresse n'était pas effectivement présente, voilà, qu'est-ce que vous feriez ? Vous pouvez nous le dire. Moi, je prendrais évidemment mes responsabilités. Je suis maire, je l'ai toujours fait. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on travaille à ce que Valérie Pécresse soit au second tour. Et c'est le scénario qui fait le plus peur à Emmanuel Macron parce qu'il sait très bien que si elle est qualifiée pour le second tour, elle le battra. C'est la seule qui est en capacité de le faire, mais c'est celle qui a quasiment la certitude de pouvoir battre Emmanuel Macron si elle se qualifie pour le second tour. Croyez bien qu'on est à pied d'œuvre pour y arriver et on sent partout
en France, dans nos villes, un vrai mouvement autour de sa candidature. Et je vous donne rendez-vous en avril, vous verrez qu'on aura une belle surprise et qu'on aura, je l'espère, la première femme présidente de la République. Merci Vincent Jeanbrun. Belle soirée à vous, belle nuit à vous et merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous sur LCI. Bye bye. Guillaume Roquette. On est sur la séquence clé, là, je pense, de la présidentielle. C'est-à-dire que l'idée dominante depuis 2017, c'est que Emmanuel Macron a réussi à faire disparaître du paysage la droite réformiste et la gauche du gouvernement en faisant la synthèse des deux. Ça se révèle exact pour la gauche. Anne Hidalgo, maire de Paris, héritière du parti de François Mitterrand et de François Hollande, est à 3% dans les sondages. Donc là, c'est fait. De l'autre côté, ça a l'air plus compliqué. Parce que Valérie Pécresse, elle existe, elle est assez régulièrement numéro 2 dans les intentions de vote, à peu près au même niveau que Marine Le Pen. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que ce qui a marché d'un côté n'a pas marché de l'autre ? Pour l'instant, en tout cas. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Valérie Pécresse continue à exister entre, d'un côté, une droite populiste qui lui cogne dessus, on se souvient de l'argument d'Éric Zemmour, elle fait campagne pour être Premier ministre de Macron, et un Emmanuel Macron qui n'aura de cesse que de lui enlever de l'oxygène. Notre interlocuteur à l'instant nous disait la différence entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, c'est la gestion du régalien. C'est vrai, mais vous avez entendu le président de la République hier à Toulon. Il va mettre 15 milliards d'euros supplémentaires pour le ministère de l'Intérieur lors du prochain quinquennat. Il veut doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici à 2030. Donc, ça ne va pas être simple pour elle. Et pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation. Est-ce que cette droite-là, elle peut encore exister, prise en tenaille entre Macron et Le Pen et Zemmour de l'autre? J'ajouterais une phrase que dit Guillaume, je suis entièrement d'accord. Une erreur de communication depuis 3 semaines. Depuis 15 jours, depuis 10 jours, la phrase de Valérie Pécresse, je vais sortir le Karcher de la cave, ressortir le Karcher de la cave. Mais pourquoi faire référence à Nicolas Sarkozy, qui, dans l'esprit de si nombreux électeurs de droite, n'a pas, moi je n'aime pas du tout cette expression, passer le Karcher. C'est l'échec de la sécurité, l'échec de Nicolas Sarkozy sur la sécurité et la lutte contre la délinquance, ça reste un poids mort pour la droite qui a supprimé plus de 10 000 postes de policiers. Valérie Pécresse, dans les jours et les semaines qui viennent, elle doit dire qui elle est, ce qu'elle ferait, c'est quoi la marque Pécresse. Elle ne doit pas plus faire référence à Nicolas Sarkozy, elle ne doit pas faire référence à Margaret Thatcher ou Angela Merkel. C'est le pécressisme qu'il faut construire, faire référence à ressortir le Karcher qui, dans la tête des électeurs de droite, disent mais non, Nicolas Sarkozy, il a échoué, c'était une erreur. Juste une chose, on va passer dans une seconde avec Julie, si vous voulez bien, sur ce qu'a dit ce soir Guillaume Pelletier sur Éric Zemmour et Pétain. Pour moi, c'était les phrases les plus importantes de cette interview menée par Ruth Elkrief. Mais juste avant, Nicolas Domenach, votre avis sur une question toute simple. Est-ce que cette petite anecdote à 3 sous qu'a raconté Guillaume Pelletier autour de « j'ai eu face à moi Valérie Pécresse, seule, dans le bureau, face à face. » Relater un échange, c'est quand même très classique. Oui, je lui ai dit, les yeux dans les yeux, alors, pour qui tu voteras au second tour, et, Macron, machin. Elle ne m'a pas répondu. Donc, est-ce que ça ne va pas peser son pesant de cacahuètes pour un électeur de droite, quoi. L'idée qu'elle ne réponde pas, qu'elle puisse voter au second tour Macron, ça peut agacer beaucoup d'électeurs de droite. Mais c'est un bullshitter de première. Mais c'est vrai que ça touche, il est bon parce que ça touche quelque chose de très... Vous avez dit un bullshitter? Oui, il raconte n'importe quoi. Je veux dire, moi j'ai une autre version, mais totalement différente. Moi, on me dit que c'est faux ce qu'il raconte. Qu'il n'a jamais parlé comme ça à Valérie Pécresse. Il faut que Valérie Pécresse lui explique pourquoi on n'avait plus confiance en lui et que c'était comme ça et qu'il ne fallait pas qu'il attende qu'on lui fasse d'autres propositions et que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de passer de l'autre rive parce qu'il n'avait plus de poste de responsabilité. Mais cela étant, je veux dire, là, dans le service commandé qu'il effectue sur détruire Valérie Pécresse, c'est là qu'il fallait frapper, c'est-à-dire elle est complice d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous l'avez trouvé bon, vous, techniquement? Non, mais techniquement, il a toujours été bon. Il a toujours eu de la faconde. C'est un professeur d'histoire qui a l'habitude de raconter des histoires. Moi, il m'a d'ailleurs souvent fait grand plaisir à l'écouter parce que c'était tellement n'importe quoi. Et ben, on va le voir d'ailleurs avec Pétain. Vous allez voir comment il arrange les trucs. On va le voir dans un instant, mais juste avant, Lydia Guiraud, vous êtes ancienne
l'ancienne porte-parole des Républicains. Vous êtes il y a un moment déjà, oui. Toujours quand même en lien avec des personnes qui sont au sein du parti. Est-ce que certains vous disent qu'ils sont tentés par ce chemin qu'a emprunté Guillaume Pelletier et qui pourrait potentiellement basculer vers Zemmour? Non, mais je trahirai aucune confidence. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a chez les électeurs de droite, en fait, il y a encore des ambiguïtés chez Valérie Pécresse qui restent, et Guillaume Pelletier a mis le doigt dessus, puisque beaucoup d'électeurs de droite et des militants LR ont en souvenir Valérie Pécresse qui réclame la tête de Laurent Wauquiez après la défaite des Européennes, qui avait déjà quitté LR, mais en plus qui démissionne du bureau politique le lendemain ou le surlendemain. Donc tout ça a participé à mettre dans des grandes difficultés sa propre famille politique, et puis elle y revient dans le cadre de la primaire. Donc il y a encore cette blessure, et puis il y a encore des éléments d'ambiguïté sur son positionnement. Est-ce qu'elle sera plutôt en faveur d'Emmanuel Macron ou du camp national et patriote comme il se décrit avec Éric Zemmour? Donc évidemment, Guillaume Pelletier, il appuie là où ça fait mal. Et sur la question du régalien, elle va avoir énormément de difficultés, puisque, comme vous le soulignez tout à l'heure, Guillaume Roquette, le président de la République, avec notamment Gérald Darmanin, qui a fait la matinale d'RTL ce matin, qui a rappelé qu'au budget, lorsqu'il y a eu la suppression des 10 000 postes de policiers, c'était Valérie Pécresse. Et le président de la République, il parle de 10 000 postes qui va rétablir 10 000. Il choisit ce chiffre. C'est une façon de dire ce que vous avez détruit. Moi, je le reconstruis et je le rétablis. Donc, c'est une pique qui est adressée directement il aurait à pu commencer en 2017. Il ne va pas lui laisser le champ du régalien. Donc, elle va être vraiment prise en étau, et celui qui va avoir aussi des difficultés pour tenir, ça va être Éric Ciotti. Je trouve que la position d'Éric Ciotti dans les semaines à venir va être extrêmement difficile. Bon, en tout cas, Guillaume Pelletier, lui, il a la volonté d'effacer un petit peu certaines polémiques. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Éric Zemmour? Il avait affirmé que le maréchal Pétain avait sauvé des juifs français. Lui, il a balayé cette polémique de la main. Il s'est expliqué sur LCI ce soir. Je vais vous dire ce qu'il a voulu dire, et ce que j'ai compris, moi, et ce que je veux traduire. D'abord, Éric Zemmour, qu'on arrête de le traiter d'extrême droite, de pétainiste, etc. Cet homme, dont la propre famille, ses grands-parents, attendez, se sont vus retirer la nationalité française oui, il a oublié. par l'immonde régime de Vichy. Il a évoqué un débat d'historien, mais la réponse politique que nous vous faisons en cet instant, avec beaucoup de force, d'émotion et de sincérité, oui, Éric Zemmour s'inscrit dans la filiation gaulliste et dans l'esprit de la résistance française. Voilà. L'objectif, c'est quoi? D'adoucir l'image là? Non, c'est le rassurer. Le tableau magique. Ouais. Non, mais c'est le tableau. Vous connaissez le tableau magique? Bah oui, bien sûr. Ouais. On efface. Ouais. Mais on efface toutes les polémiques. Donc il y avait le polémiste Éric Zemmour. Ouais. Bah alors non, on efface tout. Non, mais attendez. Maintenant, il y a le candidat. Cela dit, que ne l'a-t-il fait avant Zemmour? C'est là qu'on voit que Zemmour... C'est pas Zemmour qui le fait. En fait. Comment? Ce n'est pas Éric Zemmour. Non, mais bien sûr qu'on ne peut pas être élu avec une casserole pareille en France. Donc, moi, j'ai été très étonné de voir que Zemmour n'avait pas envie, ne souhaitait pas, ne savait pas, ne pouvait pas simplement mettre les compteurs à zéro sur cette polémique. Mais pour ceux qui connaissent Éric Zemmour, il ne peut pas. Éric Zemmour, il est comme ça. Vous pouvez pas. On va pas faire Quand vous dites il est comme ça veut dire quoi? Il est pétainiste? Non, il va pas revenir sur ce qu'il a dit. Il ne s'excuse pas. Sinon, il entre dans ce qu'il appelle le politiquement correct. Je mets un genou à terre, je suis comme les autres. Et c'est l'homme qui ne rompt pas. Voilà. Guillaume Roquette. Oui. Non, oui, non, mais c'est d'abord dire que ces déclarations d'Éric Zemmour sur Pétain, c'est probablement un contresens historique, c'est aussi une faute politique majeure. Un certain nombre de sympathisants et d'électeurs des Républicains voient d'un très bon œil un certain nombre de ses propositions, comme il voyait d'un assez bon œil la fermeté du Rassemblement national sur les questions d'immigration et de sécurité. Ce qui les empêchait de franchir le pas, c'était le discrédit moral dont souffrait le Rassemblement national. Et ce discrédit venait des origines de ce parti, qui était, on va dire, le parti des nostalgiques de Vichy contre les gaullistes. C'est un peu caricatural, parce qu'il y avait d'anciens résistants au Rassemblement national, mais on va dire qu'ils n'étaient pas la majorité. Il y a une branche historique comme ça. Et Éric Zemmour avait une chance historique, pour rester dans ce registre-là, c'était justement d'incarner autre chose que le Rassemblement national. Et voilà que lui-même
Après, on peut considérer que c'est pour des raisons inconscientes, pour essayer de séduire les électeurs du Rassemblement national. Moi, je ne crois pas ça. Je pense que s'il a fait cette erreur majeure, c'est parce que, effectivement, c'était pour des raisons d'amour-propre. C'est-à-dire qu'il refuse de dire qu'il a eu tort. Je connais un peu Éric Zemmour, nous avons travaillé dans le même journal pendant ces 10 dernières années. Et en plus, il se dit, si je commence à dire « oui, là, je me suis trompé, j'ai eu tort », les électeurs vont penser que je suis comme Sarkozy, pour faire court, c'est-à-dire, une fois arrivé au pouvoir, je reviens sur mes engagements et sur mes promesses, et donc moi, je ne serai pas comme ça. Je pense que c'est vraiment une faute majeure qu'il a commise en allant sur ce terrain, en voulant coûte que coûte assumer cette position. Je pense que Guillaume Pelletier l'a compris. Enfin, Joe Lambrouille, là, il nous a encore raconté n'importe quoi, parce que Éric Zemmour n'a pas évoqué un débat d'historiens, comme vient de nous le dire Guillaume Pelletier. Éric Zemmour a dit clairement, les historiens racontent n'importe quoi, hein, Pétain a protégé les Juifs, et au fond... Les Juifs français, il dit les Juifs français. Etc. Ouais. Bon, alors que la cause est entendue. Je veux dire, tous les travaux des historiens sérieux, là-dessus, disent le contraire. Donc, il faut... Il y a eu des gens comme Amouroux qui a été au début. Au début, après, qui ont été complètement balayés par Paxton et compagnie. Bon, comment ils comptent remonter dans les sondages? Vous savez, sur LCI, on vous propose chaque jour maintenant un sondage, une photographie, donc à 3 mois, 90 petits jours du premier tour. Alors ça donne quoi aujourd'hui? On va regarder. Macron survole toujours ce sondage. Il est à 27%, suivi de Marine Le Pen à 17%, Valérie Pécresse à 16,5%, et Éric Zemmour un peu plus loin, à 12,5%. Ça patine un petit peu. On va écouter Guillaume Pelletier là-dessus. Il le dit, mais il n'y a absolument pas de quoi paniquer. On écoute. Aujourd'hui, notre travail, c'est de convaincre les maires qui sont parfois sous la coupe des communautés de communes. J'ai été maire et président de communauté de communes, donc je connais ça par cœur, que cet acte est un acte démocratique. Au fond, le général de Gaulle, il avait inventé quoi? Un filtre neutre pour écarter les candidatures fantaisistes. François Hollande l'a transformé en filtre militant pour écarter les candidatures populaires. Il serait absurde que M. Mélenchon, Mme Le Pen ou Éric Zemmour n'aient pas leur parrainage. Je lance à nouveau un appel aux maires en disant parrainer, ça n'est pas forcément soutenir idéologiquement, c'est permettre à une sensibilité de la société française de plus en plus importante, encore plus parce qu'elle deviendra probablement majoritaire en 2022, de pouvoir se présenter. Alors ça, c'était Guillaume Pelletier qui lance un appel aux maires pour les parrainages. Et c'est un autre sujet sur lequel on va revenir, mais je voulais qu'on écoute ce qu'il dit aussi sur les sondages. Il le dit effectivement, il ne faut pas paniquer, on l'écoute. Éric Zemmour a le score exact, par exemple, que faisait Jean-Luc Mélenchon en janvier 2017. Jean-Luc Mélenchon qui a fini à près de 20% des suffrages. Mais quatrième. À près de 20% des suffrages. Quatrième. Emmanuel Macron a très longtemps, jusqu'à la fin de l'automne 2016, était entre 11 et 13%. Il a fini par gagner l'élection présidentielle. Jacques Chirac, face à Édouard Balladur, en 1995, juste avant son grand discours de la fin du mois de janvier, est entre 11 et 13%. Voilà, donc il nous dit que tous ceux qui deviennent présidents de la République ont des scores modestes dans les sondages. On était au même stade. Là-dessus, qu'on aime ou qu'on déteste Guillaume Pelletier, là-dessus, il a raison. Je vais vous dire, la bataille est très ouverte. La bataille est très ouverte. On est en pleine crise sanitaire. Moi, je considère que les sondages, en ce moment, les intentions de vote sont importantes, mais elles sont un peu statifiées par cette crise du Covid. Emmanuel Macron très haut, le protecteur, les seniors, ils nous protègent. Bon. Et en dessous, on a une bataille à 3 qui est très ouverte. Entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse, en ce moment, bataille pour la 2e place. Mais en dessous, Éric Zemmour, il n'est pas très très loin. Il est à 12. Un sondage demain nous dit qu'il est à 14, je crois. 15. Proche de Valérie Pécresse ou devant Valérie Pécresse. Non, derrière, juste un point derrière. Voilà, un point derrière, Nicolas Douai. Donc, à partir du moment... Et Zemmour peut-il relancer sa campagne? Zemmour peut-il doubler Pécresse? C'est toute la stratégie en ce début d'année d'Éric Zemmour. Et là, rien n'est joué, c'est ce que vous dites. Mais rien n'est joué. Si le camp Zemmour arrive à égalité dans les sondages avec Valérie Pécresse, là, vous avez des élus qui sont titillés, qui disent si mi-février, ils sont à égalité, qui disent mais Valérie Pécresse, elle ne sera jamais présidente. Elle n'y arrivera pas. Et donc, si elle n'y arrivera pas, la droite va imploser. Et donc, moi, je préfère aller finalement chez Reconquête, chez Zemmour, parce que la recomposition, elle va avoir lieu. Et dans ce cas-là, les Républicains, ils n'ont plus grand-chose à proposer.
Alors, nous sommes en Skype avec Denis Cieslik. Il est responsable des parrainages pour Reconquête. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Alors, vous savez, c'est une question que se posent beaucoup d'observateurs, vos concurrents, des journalistes. Éric Zemmour a répondu à cette question. Combien de signatures, de promesses de parrainage avez-vous? Ce qui a marqué, c'est qu'avant les fêtes de Noël, Zemmour avait parlé de 300, puis après les fêtes de Noël, il a parlé à nouveau de 300. On a l'impression que ça stagne un peu. Est-ce que vous avez des éléments? Oui, en réalité, on fait des points, nous, toutes les 2 semaines avec Éric Zemmour sur la question des parrainages. Et vous savez, il a des équipes qui sont très compétentes et très professionnelles, et je dis pas ça parce que je suis dedans, qui travaillent sur ces sujets, et donc il n'a pas accès, évidemment, aux chiffres précis. On lui donne les chiffres précis, mais lui, il retient des chiffres un peu globaux. Donc, il avait dit environ 300 quand on était à peu près à 350. Il a dit environ 300 quand on était à 340. Il y a eu une progression, évidemment. Pour autant, c'est un sujet difficile, qui reste difficile, et on est évidemment très mobilisés tous jusqu'à la dernière minute, parce qu'il serait scandaleux que quelqu'un comme Éric Zemmour ne puisse pas se présenter. Et donc, Guillaume Pelletier peut tout changer, c'est ça? Tout changer, je ne sais pas, mais Guillaume Pelletier, comme beaucoup d'autres personnes, va apporter sa pierre à l'édifice. Il a des réseaux, il connaît des élus, il a été élu lui-même, il est actuellement député, donc il va nous aider, c'est tout ce qu'on souhaite, et il le fera sans doute avec une grande efficacité, parce qu'il a une grande expérience. Regardez d'ailleurs, c'était intéressant, hier, à la conférence de presse au Presse Club d'Éric Zemmour, devant les journalistes, donc, on lui a posé la question de l'utilité pour sa campagne de l'arrivée de Guillaume Pelletier. Écoutez la réponse d'Éric Zemmour. Guillaume Pelletier nous aidera à trouver de nouveaux parrainages, et je suis sûr que son expérience, son habileté, ses relations et son entregent nous seront très utiles, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, vous savez, dans l'avenue de Guillaume Pelletier. Tout Guillaume Pelletier nous sera très utile. Voilà, donc Denis Cieslik. Question, on a l'impression quand même que la fonction première de Guillaume Pelletier, là maintenant, dans l'urgence de la campagne, c'est, comme vous le disiez à l'instant, déployer ses réseaux et trouver des signatures. Non, pour le coup, je vais paraphraser mon candidat. C'est pas la fonction première. Il est très utile pour beaucoup de sujets, parce qu'il a fait un choix courageux, parce qu'il est un atout majeur pour Reconquête, parce qu'aussi, et je tiens vraiment à le dire, il fait un pas. Et il permet de faire un pas vers l'union des droites, qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps. Mais il y a évidemment cette question des parrainages, on ne va pas se mentir, c'est un sujet qui est fondamental, c'est un sujet sur lequel on est mobilisé, et janvier, février, ça va être stratégique. Et de ce point de vue-là, oui, Guillaume Pelletier va nous aider, c'est très clair. Mais vous savez, Philippe de Villiers aussi va nous aider. Et Éric Zemmour a dit une chose qui était assez marquante hier, c'est les rétractations. Il dit, vous savez, une promesse de parrainage, ça n'est qu'une promesse, et parfois... il y a des rétractations, il y a des maires qui disent « bah non, je veux plus ». On a vu par exemple dans le département de la Gironde, ce maire d'une commune rurale qui avait prévu de donner son parrainage à Éric Zemmour, qui a subi des pressions, des menaces extérieures, mais aussi des pressions au sein de son équipe municipale. Et la question de savoir, est-ce qu'il restera décidé à donner son parrainage à Zemmour, ou est-ce qu'il va se rétracter? Alors, la question des rétractations, c'est une question que connaissent tous les partis. C'est pas nouveau. Quand on signe une promesse de parrainage, ça n'a aucune valeur juridique, c'est un engagement moral, mais on peut se rétracter jusqu'au dernier moment. Donc tous les partis connaissent ça, ça va en général entre 10 et 20%, parfois un peu plus, des parrainages, des promesses de parrainage qui ont été signées. Pour autant, moi je voudrais pas faire peur aux maires, et je voudrais pas laisser paraître un message qui peut être un peu inquiétant pour les élus de ce pays qui peuvent nous parrainer. L'immense majorité des maires qui nous ont parrainés l'ont fait sans aucune difficulté, l'ont fait sans pression et ne regrettent pas. Et d'ailleurs, le maire auquel vous faites référence, je vois très bien qui c'est, n'a pas l'intention de se retirer, n'a pas l'intention de ne pas nous parrainer. Donc là encore, il fait œuvre de courage, comme beaucoup de maires qui parrainent Éric Zemmour et d'autres candidats. Dernière petite question avant de vous quitter. Ce serait quoi la vraie prise de guerre là maintenant pour Éric Zemmour, pour espérer relancer une dynamique, une Marion Maréchal? Est-ce que vous avez des noms là que vous aimeriez voir rejoindre le parti? On n'est pas au marché, ça ne fonctionne pas comme ça. On est évidemment dans une dynamique, nous on continue. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une campagne à relancer. La campagne, elle est lancée. Dans beaucoup de sondages, on progresse. Dans le Harris,
qui est sorti la semaine dernière, on a encore pris un point. Maintenant, vous savez, les ralliements, ça viendra. Les ralliements, c'est en train de venir, ça continuera de venir. Il y a une dynamique de campagne. Et puis, de toute façon, vous savez, il y a toujours des gens pour venir au secours de la victoire. Et je suis sûr qu'on va gagner. Du côté de Chalon-sur-Saône, non? Je ne dirai pas un mot de ce que je ne sais pas. Gilles Platret. Ah, donc Gilles Platret pourrait vous rejoindre. Vous pensez ça, vous? Non, avez cette j'ai aucune information. Moi, j'ai aucune information à ce sujet. Je pense que vous savez, si j'avais quelque chose à parier, un déjeuner ou une petite bouteille, oui, je pourrais. Oui. Future prise de guerre. J'ai aucune information à ce sujet, mais Gilles Platret, comme tous les gens qui sont de droite et qui souhaitent l'union des droites, est le bienvenu à Reconquête. Nicolas Domenach, vous aviez une Oui, dernière question. une petite question. Pour être sûr d'avoir 500 parrainages, il faut en recueillir combien? 600, 700, davantage? Oui, on estime que le seuil de confiance, entre guillemets, le seuil de sécurité, ce serait 600, 650 promesses. D'accord. Merci beaucoup, Denis Cieslik. Merci pour votre invitation. Une belle nuit à l'écoute d'LCI. Alors, je voulais qu'on revienne quand même à ce sondage pour LCI, parce qu'il dit autre chose, ce sondage. Il y a un vrai duel qui s'est instauré entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse. On va le voir à nouveau. Emmanuel Macron, 27%. Marine Le Pen, 17%. Valérie Pécresse, 16,5%. C'est l'autre match qui se joue, Guillaume Roquette, Valérie Pécresse, Marine Le Pen. Parce qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron ne tape que sur Valérie Pécresse. Il oublie presque un peu Marine Le Pen. Pourtant, elles sont à touche-touche, les deux. Oui, mais il y a une grande différence entre les deux, c'est que Valérie Pécresse peut l'emporter au second tour contre Emmanuel Macron parce que il n'y aura pas de front républicain comme il y en a eu classiquement face à un candidat d'extrême droite au second tour, tout simplement parce que les électeurs de gauche, si c'est Pécresse-Macron, il y a un certain nombre d'entre eux qui iront à la pêche ce jour-là et qui ne soutiendront pas Emmanuel Macron. Donc celui-ci a raison de concentrer ses critiques sur Valérie Pécresse. Je pense que, quand même, bien sûr, Éric Zemmour est toujours dans la course, mais il est dans une situation qui est compliquée pour lui. Je pense pour deux raisons. D'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, ses déclarations sur Vichy, ça a troublé. Et deuxièmement, parce que il a pu faire peur à un certain nombre d'électeurs de droite qui sont d'accord avec lui sur le fond de ses propositions, mais qui ont peur qu'il soit trop radical. Je pense par exemple que l'histoire des prénoms a pu heurter les gens. Moi, je comprends cette idée que le signe de l'assimilation, c'est d'avoir un prénom français. Est-ce que pour autant, il faut interdire des prénoms? Est-ce qu'il faut aussi interdire des prénoms qui, sans être d'une origine religieuse particulière, ne sont pas dans la tradition française? Tout ça, ça crée une espèce de halo d'inquiétude. Et il faut qu'Éric Zemmour montre qu'il est à la fois déterminé et en même temps raisonnable. Et ça, c'est pas simple pour lui. Alors que Marine Le Pen, elle est sur son couloir, c'est-à-dire qu'elle n'en a pas changé. Elle se veut une candidate populiste au sens de forte sur les sujets régaliens, mais assez de gauche sur le plan économique. Et on voit bien que les catégories populaires restent attachées à cette offre politique-là. Donc on va dire que Pécresse et Le Pen sont des offres chimiquement pures, entre guillemets, si on raisonne en termes de sociologie. Avec d'un côté Valérie Pécresse, qui est la candidate de la bourgeoisie libérale, un peu conservatrice, parce que l'autre, elle est partie chez Emmanuel Macron, et Marine Le Pen, la candidate des classes populaires qui ne sont pas pour le report de l'âge de la retraite, mais qui veulent qu'on ferme les portes à l'immigration. Éric Zemmour, c'est plus compliqué que ça. Alors, ça peut être sa force, parce qu'il dit, c'est justement parce que moi, je peux unir tous ces gens, mais c'est aussi éventuellement une faiblesse. Bien. Il a quand même... Non, Renaud, non. Pourquoi pas? Non. Non. Il faut savoir, Julie, on est chez nous. On est chez nous. On met les gens dehors, on peut dire terminé, le dîner est fini. Vous partez? Non, on a besoin de vous, Renaud, parce qu'il est 23h43 et c'est les indiscrets insomniaques. Et on parle des menaces contre les élus. Oui. Renaud, la classe politique est solidaire. Oui, globalement. se serre les coudes. C'est du jamais vu. L'image que vous allez voir, à 15h, au début des questions au gouvernement, l'entrée, regardez, dans l'hémicycle, Richard Ferrand en tête, et derrière lui, tous les présidents de groupes parlementaires, des Républicains, la France Insoumise, les socialistes. Pourquoi? Pour dénoncer les menaces contre les élus
les menaces de mort que reçoivent les députés. Et effectivement, le climat, on ne s'en rend pas bien compte. Et ils n'aiment pas trop communiquer, les élus en ce moment. Mais je peux vous dire que la vie de très nombreux députés en ce moment, notamment avec le climat anti-vax, les militants anti-vax, est extrêmement difficile. Et je peux vous dire que le gouvernement prend ça extrêmement au sérieux. Il y a quelques jours, une consigne a été donnée au préfet de faire redescendre auprès de la police et de la gendarmerie la surveillance, en tout cas, voilà, des domiciles des parlementaires, passer devant régulièrement, vérifier que ce soit à la bonne adresse, vérifier que les parlementaires font attention, relaient les moindres menaces, parce qu'il y a eu des exemples à l'étranger. Ça fait des années qu'on dit oui, il y a des menaces, la classe politique, ceci, cela, bon, enfin bon, ça a toujours existé. Non, ça n'a pas toujours existé à ce degré-là. Et pour que, franchement, des mélenchonistes de l'autre côté, parce qu'ils en reçoivent tous, hein, y a notamment les anti-vax, il y a vraiment un climat en ce moment qui est extrêmement grave. Et cette image, elle est forte. Elle est forte. En même temps, l'inverse aurait été surprenant, que la classe politique ne se montre pas unanime face aux violences. Bien sûr, et c'est une très belle image de voir cette unanimité. Vous savez qu'au nom de la séparation des pouvoirs, le président de la République ne peut pas aller à l'Assemblée nationale. Moi, je l'aurais bien vu participant à ce défilé, car je pense que Emmanuel Macron doit prendre conscience qu'avec des déclarations comme celles qu'il a faites dans Le Parisien, en expliquant qu'il avait très envie d'emmerder jusqu'au bout une catégorie de Français, il ne contribue pas à apaiser la situation. Ça ne justifie en rien les violences qui sont condamnables par principe et de façon absolue. Mais je pense que l'esprit de responsabilité doit souffler chez tout le monde. Il y en avait avant, hein. Avant ces déclarations, il y en a depuis des mois. Hein. Mais honnêtement, ça n'a pas facilité les choses. C'est depuis les Gilets jaunes, en fait, qu'il y a cette violence qui s'est accentuée, ces menaces de mort à tout va qui commencent par les réseaux sociaux, des attroupements devant le domicile des élus. Et très honnêtement, moi, je me demande qui aura... Moi, j'étais très, très marqué par ces images-là qu'on a vues ce week-end. Ce député LaREM de Saint-Pierre-et-Miquelon, regardez-le. Oui. Incroyable. Ces gens qui le bombardent avec des galets et des algues, passent devant sa maison tous les jours, ils le connaissent. Il y a 5900 habitants seulement sur cette île. 5000 habitants, ils se connaissent tous. Et là, ils sont devant chez lui et ils le bombardent. C'est d'une violence inouïe. Seulement 50% d'habitants vaccinés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Stéphane Claireau, suppléant d'Annie Girardin, l'ami des Outre-mer, qui en plus, tenez-vous bien compte, après les déclarations d'Emmanuel Macron la semaine dernière, c'est un des seuls députés macronistes qui a fait un tweet en disant « Je n'approuve pas les déclarations d'Emmanuel Macron, elles peuvent mettre le feu au lac. » Il n'a pas dit ça comme ça, mais elles peuvent apaiser les tensions. Et il n'est pas récompensé. C'est un des seuls à ne pas approuver les propos d'Emmanuel Macron. Regardez comme il est traité. Donc, honnêtement, ces images, ça ne doit pas être pris à la légère. Je vous rappelle qu'en Grande-Bretagne, il y a quelques années, il y a eu un drame contre un parlementaire. Et moi, certains parlementaires m'ont confié, il ne faut pas prendre ça à la rigolade. Celui dont on a brûlé le garage il y a quelques semaines, le parlementaire LaREM, qui a vu une partie de sa maison, son garage, brûlé. Vous imaginez, vous levez le matin et vous avez des menaces. Il y en a qui reçoivent 200 menaces de mort par semaine. Image extrêmement choquante, effectivement, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Notamment, vous voulez nous parler d'un libéral qui s'invite dans la campagne présidentielle, Renaud? Oui, parce que il me semble qu'il y a des libéraux autour de la table. Libéraux en économie, en tout cas. Muriel Oui, non, mais Guillaume Roquette est libéral. Oui. Je la route. Gaspard Koenig, ça dit peut-être pas grand-chose à certains, mais en même temps, ceux qui sont libéraux le connaissent bien. Gaspard Koenig, philosophe, essayiste, bien connu notamment dans les colonnes de l'Opinion ou du Figaro, c'est un vrai libéral. Un vrai libéral. Il n'y en a jamais en France. Il y a eu Alain Madelin, vous vous souvenez d'Alain Madelin? Vous le voyez en photo, Gaspard, un vrai libéral. L'État doit arrêter de s'occuper des affaires des citoyens et des Français.
L'État doit arrêter de punir les consommateurs de cannabis. L'État doit dépénaliser totalement le cannabis. C'est le marché qui régule. C'est le marché qui peut nous sauver. Il a créé un mouvement qui s'appelle Simple. Et la responsabilité des gens. C'est-à-dire que sur le vaccin, il dit liberté, responsabilité. Liberté. C'est-à-dire libéral sur le plan économique, mais aussi libéral sur les questions sociétales. Un vrai libéral. Un vrai libéral, certains diraient un libertarien, hein, comme disent les Américains. Les Américains. Et c'est liberté, liberté chérie, hein, le slogan de Marine Le Pen qu'elle a totalement oublié début septembre. Et puis, il a créé un mouvement qui s'appelle Simple. Sa marotte, enfin son obsession, libérer aussi les Français de toutes les contraintes administratives. Il dit qu'il va avoir les signatures. Il est candidat à la présidentielle. On va voir. Mais je suis sûr que voilà, ça peut peut-être réjouir certains libéraux qui lisent Le Figaro, par exemple. Le libéralisme n'a jamais beaucoup porté en politique en France. Jamais. Non, jamais. Le seul candidat, vous le disiez, c'est Madeleine. Il a fait 2,93% à l'élection présidentielle de 2002 au premier tour, il me semble. 2%. Donc quand on voit, c'est vrai, certaines personnes à droite et à gauche fustiger le libéralisme d'un tel ou d'un tel, c'est du pipeau. Jamais existé. Le libéralisme, c'est zéro. Jamais. On a parlé de la sécurité. Vous êtes vache, Éric Brunet, c'était 3,92%. C'était 3,92%. Presque double. Ouais. Non, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes le pays de Colbert. Et dans notre inconscient collectif, la France, ce que nous sommes, a été constitué par un pouvoir central fort qui a uni le pays contre les féodalités. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre ADN. Et regardez Emmanuel Macron, il n'a jamais été aussi populaire que depuis qu'il a décidé de donner aux Français des laissez-passer et des autorisations pour aller faire leurs courses pendant 30 minutes. Si on était libéraux, ça se saurait. Hein. Non mais, et surtout, la France, économiquement, on a parlé tout à l'heure de l'échec pour une partie des électeurs de droite de Nicolas Sarkozy sur la sécurité. Mais les vrais libéraux, certains artisans, commerçants, petits patrons, des libéraux, ils ont dit qu'est-ce qu'a fait la droite depuis 30 ans française en matière de libéralisme? Rien. Eric, vous en parlez. Les dépenses publiques, les 56% de dépenses publiques. Donc voilà, et c'est pour ça, Éric Zemmour. La droite, l'ADN de la droite française a été télescopé et percuté par De Gaulle. Voilà. Et De Gaulle a neutralisé qui fait une alliance la postérité libérale de la droite. Elle est étatiste, la droite française. Elle est singulière en Europe. De Gaulle qui fait une alliance avec les communistes à la sortie de la guerre. D'ailleurs, la phrase fétiche des libéraux, eh bien, la France, c'est l'URSS qui a réussi. Allez, un dernier indiscret, Renaud, pour faire plaisir à Eric, sur Anne Hidalgo, la stratégie d'Anne Hidalgo qui divise au sein même du camp socialiste, c'est ça? On a mis un petit bloc un peu sympa. Vlati pas que la gauche se divise, les socialistes même se divisent, le PS sur Anne Hidalgo. Je vous raconte une coulisse du bureau national du BN du PS ce soir. Bureau national, c'est là où se réunissent tous les grands chefs du Parti socialiste. Eh bien, ce soir, Vlati pas qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a dit finalement, puisque Christiane Taubira participe à la primaire populaire, ces 300 000 sympathisants inscrits qui, fin janvier, vont donner leur préférence pour les candidats de gauche, eh bien, puisque Christiane Taubira y va, Anne Hidalgo, elle devrait y aller. Non mais, c'est ce qu'a dit Olivier Faure. Bronca en face de certains partisans d'Hidalgo. Enfin, Olivier, c'est pas possible. Anne Hidalgo venait de dire qu'elle va jusqu'au bout et qu'elle ne participerait à la primaire populaire que s'il y avait Jeannick Jadot. C'est une erreur de communication. Non, mais attendez, je suis désolé. C'est pas Vlatipa que la gauche se divise. Que les socialistes. Que le PS se divise. Voilà, vous êtes trompés, là, ceux qui écrivent le bloc, là. C'est Vlatipa que le PS se divise. Puisque le patron du PS veut que Hidalgo participe à la primaire. Ouais. Et Hidalgo veut pas. Hidalgo veut pas. Et alors ce soir, Luc Carvounas, qui est un des membres de l'équipe d'Hidalgo, dit non, elle ira jusqu'au bout. Et d'autres se disent mais pourquoi Olivier Faure a dit ça ce soir? Pourquoi? Et alors certains disent, sûrement des mauvaises langues, comme vous êtes tout à l'heure, des gens espiègles, disent Olivier Faure, il prend date, il dit ce soir, alors il n'y a pas eu de vote, mais il dit moi je vous avais prévenu, je vous avais dit qu'Anne devait aller à la primaire populaire. Si vous faites 5-6%, je vous aurais prévenu. Bien, merci beaucoup Renaud Pila, le journaliste le mieux informé de Paris. Vous êtes un clan derrière. Non, un clan derrière. Merci à l'excellent Nicolas Domenac que vous verrez de façon assez régulière le matin sur LCI désormais. Merci à l'excellent, mais alors vraiment l'excellent. C'est vrai. Guillaume Roquette. Et merci Le Chouan. Et merci à la sublime et excellente Lydia Guirous.
qui nous a accompagnés. Et merci alors à la remarquable. Mesdames, messieurs, et merci Eric. Il est 23h53. Vous restez sur LCI parce que c'est le minuit pile, là, ce journal que tout le monde nous envie dans 7 minutes. Le journal politique insomniaque, mesdames, messieurs, vous saurez tout. Car, vous le savez, en restant sur LCI, nous avons les moyens de vous faire veiller. Belle nuit à tous. Salut.